Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire de présentation des évolutions réglementaires et de la préparation de campagne. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Samira Alik, responsable réglementaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente rapidement. Donc je suis Marc Naitali, responsable de la société DIR-IPS. Et DIR-IPS, donc nous sommes éditeurs de logiciels de gestion pour le secteur médico-social avec deux gammes de produits, une autour du dossier de l'usager et de la facturation des usagers, et une autour du contrôle de gestion avec la gamme gestionnaire, donc l'outil qui est à l'origine de ce webinaire aujourd'hui. Alors, faut pas hésiter à poser des questions hein, pendant le webinaire. Hein. Donc là, on va vous présenter d'une part le contexte réglementaire sur le secteur social et médico-social, la façon dont on va prendre en compte donc les évolutions réglementaires, et puis donc le planning de la campagne budgétaire à venir. Donc au niveau du contexte réglementaire, donc il y a eu en juin 2024 donc une extension du Ségur, hein, donc le Ségur étendu, hein, qui s'applique notamment au personnel administratif. Donc c'est une mise à jour, ça impacte. C'est une mise à jour qui a déjà été diffusée hein, donc, pour la campagne des budgets prévisionnels dans le cadre des procédures contradictoires donc qui étaient à produire donc, pour le 31 octobre, mais qui vont également impacter les EPRD, notamment pour ceux qui n'ont pas encore fait de pré-budget. Il y a eu la loi donc, du 8 avril 2024 hein, sur les mesures du bien vieillir hein, qui concernent donc les services d'autonomie à domicile avec les nouveaux modes de financement. La décision de la CNSA du 8 novembre, donc en lien avec cette loi, donc pour la définition donc des montants donc des forfaits pour les services autonomie. Il y a eu également donc là donc sur un autre registre donc l'arrêté du 20 décembre 2024 donc qui revoit le modèle de plan de financement dans le cadre des PPI. Et en gros, il y a deux modèles. Donc, il y a les établissements et services qui sont en procédure contradictoire, donc en BPCA, qui, eux, continuent d'appliquer les plans de financement et les tableaux de surcoût tels qu'ils étaient définis auparavant. Et globalement, c'est l'application du modèle de tableau de financement du PGFP qui s'applique dans le cadre des PPI. Hein, donc, l'annexe de l'arrêté est extrêmement proche hein, du PGFP est quasiment identique. Concernant les EHPAD, il y a eu le décret donc, du 31 décembre 2024 relatif donc, aux tarifs afférents à l'hébergement, hein, notamment donc, dans le cadre des tarifs différenciés entre les résidents bénéficiaires de l'aide sociale et ceux qui ne le sont pas, pour lesquels on peut appliquer des tarifs différents. Donc ce texte précise hein, les modalités. Et enfin, donc il y a la loi de financement de la sécurité sociale hein, qui devait être adoptée en 2024, qui a été reportée, qui a été votée, enfin qui n'a pas été votée d'ailleurs, qui est passée en 49.3 donc hier, hier, si je dis pas de bêtises, et qui donc impacte donc la mise en œuvre d'un forfait global unique au niveau des EHPAD, et notamment définit le périmètre de l'expérimentation qui a lieu. Donc aujourd'hui, on verra que les cas normalisés ont été adaptés pour tenir compte de ce forfait global unique. Par contre, compte tenu du décalage qu'il y a pu y avoir entre le fait que ces modifications interviennent éventuellement maintenant ou pas, on ne sait pas ce qui sera réellement applicable pour la campagne 2025. Mais je pense qu'on aura assez rapidement donc, des nouvelles des financeurs sur février, sur la mise en œuvre. En tout cas, les cas normalisés permettent d'appliquer le forfait global unique ou de ne pas l'appliquer.
hein. Donc de toute façon, en termes de mise en œuvre des cadres normalisés en eux-mêmes et de production de la donnée, il n'y a pas un gros écart d'un point de vue technique, même si pour le coup, d'un point de vue financement, ça peut impacter. Alors je sais que certaines structures ont déjà eu des notifications d'enveloppe. Donc là, on n'a pas beaucoup d'informations sur la façon dont ça sera in fine pris en compte ou pas. Voilà. L'autre modification importante et très impactante cette année, c'est la modification des plans comptables, hein, puisqu'il y avait le règlement comptable du 4 novembre 2022 donc, qui modifiait le plan comptable général. Ces modifications ont été retranscrites pour les établissements et services médico-sociaux privés, hein, donc pour la M22 bis, sachant que les cadres réglementaires en eux-mêmes ne sont pas modifiés. Donc on a un plan comptable applicable en 2025 qui n'est pas le même que 2024, avec, on verra tout à l'heure, des modifications relativement importantes. Donc pour les ERRD, les CA, bon, ça pose pas de problème. Pour la partie EPRD, la production de l'EPRD en lui-même, comme on part souvent sur du réalisé ou des budgets antérieurs, il n'y a pas un impact direct. Par contre, il y aura quand même une question qui se posera au moment du pilotage budgétaire, hein, quand on voudra rapprocher le budget du réalisé comptable en cours d'année. Et puis, bien entendu, sur les prochains ERRD, hein, où la référence de l'EPRD sera probablement à retranscrire ou à transformer. Voilà, je vais donner la parole à Samira. Merci. Et concernant les évolutions qui concernent les cadres activités ERRD 2024 et EPRD 2026, il y a eu l'ajout de 2 nouvelles lignes dans les feuilles EHPAD, petite unité de vie, accueil de jour et hébergement temporaire, et la feuille type EHPAD sans finance. Du coup, il s'agit des lignes nombre de places occupées et nombre de journées d'activité pour les résidents bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Et la deuxième ligne, c'est le nombre de bénéficiaires ne faisant pas l'objet d'une classification en GIR pour plus de 60 ans. Une particularité pour l'activité Creton 2026, il y a eu l'ajout de 2 nouvelles feuilles bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement sans finance. Du coup, c'est pour communiquer les demandes d'admission reçues pour ces bénéficiaires et les admissions prononcées pour ces bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement. Pour l'annexe 8, qui est le RRD complet, il y a eu l'adaptation des tableaux d'affectation des résultats pour les EHPAD relevant de l'article 342.1 du Code social, du Code de l'action sociale et famille. Du coup, c'est les EHPAD non habilités. Ces EHPAD ayant signé au nom le CEPOM, ils remplissent l'onglet affectation des résultats privés 1. Il y a eu l'actualisation des titres, des infos des tableaux des modèles privés 1 et privé 2. Voilà. Il y a eu également l'ouverture à la saisie et normalisation des 2 lignes des séances qui concernent le transfert des résultats entre les établissements du CEPOM. Du coup, il y a eu, la première ligne, c'est l'augmentation des excédents comptables résultant du transfert vers un autre établissement ou service. Et puis la ligne qui concerne diminution du résultat comptable résultant du transfert à un autre, à un autre établissement ou service. Pour le bilan comptable privé commercial, il y a l'onglet suivi EHPAD qui est désormais masqué. C'est un onglet qui concerne le suivi des réserves, des reports à nouveau, des provisions réglementées et des provisions et fonds dédiés. Pour la présentation tarifaire et annexe financière, il y a eu l'adaptation de la nomenclature des charges des feuilles EHPAD accueil de jour et EHPAD sans finesse pour les cadres
annexe financière et présentation tarifaire. Il y a eu la modification de l'intitulé de la ligne C65 pour exclure les comptes 655. Et du coup, il y a eu l'ajout de la ligne normalisée qui concerne les comptes 665 et qui correspond au code-part de résultats sur opération faite en commun, qui est ouverte à la saisie sur les sections hébergement et dépendance. Et pour les annexes financières, elle est ouverte pour soins et entretien à domicile. Du coup, pour les 665, elle est ouverte uniquement sur hébergement. Et pour les 655, c'est ouvert sur hébergement et dépendance. Et pour l'annexe financière, il y a eu l'ajout de deux colonnes normalisées dans les feuilles EHPAD accueil de jour et EHPAD sans finesse pour anticiper l'expérimentation du forfait global unique. Du coup, il y a une colonne pour le réel 2024 ou anticipé 2024 et une colonne pour le prévu 2025. Ça concerne soins et entretien de l'autonomie. Ces colonnes-là sont complétées uniquement par les EHPAD qui relèvent de l'expérimentation du forfait global unique et sous réserve de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est d'avoir l'ancienne saisie avec 3 sections tarifaires. Et il y a donc maintenant la possibilité de prendre le forfait global unique. Donc c'est l'un ou l'autre. Hein, l'hébergement, c'est dans tous les cas, mais c'est des dépendances et soins qui sont regroupés dans le cadre. Et on retrouve la même évolution sur l'annexe TPER. Il y a eu l'ajout de deux colonnes normalisées pour prendre en compte cette expérimentation forfait global unique. Et puis, ça concerne le tableau de personnel salarié, personnel extérieur. Ces colonnes-là sont complétées par les EHPAD situés dans un, dans un département expérimentateur. Et voilà, et puis c'est sous réserve de l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors, dans les cas normalisés, la CNSA a également transmis des limites techniques. Donc, au niveau de l'EPRD complet, on est sur une limite à 80-86 budgets. Pardon. Au niveau donc de l'ERD complet, donc on est sur une limite à peu près à 80 budgets. Sur les autres annexes, on est sur des limites qui vont à peu près, qui sont autour de 40 budgets. Hein. Bon, ça va de 34 à 60. Donc ce sont des chiffres indicatifs, hein, parce que ça peut dépendre de varier suivant les versions d'Excel, etc. Alors il y a des EPRD hein, et des ERRD qui peuvent être plus importants, qui peuvent dépasser les 80 budgets. Dans ces cas-là, il faut se rapprocher du financeur pour voir comment traiter l'annexe complète. Pour les autres cadres, quand ça dépasse, on peut segmenter. Hein, c'était déjà possible l'an dernier. Hein. Par exemple, si vous avez 60 budgets à produire dans un TER, vous pouvez en faire vous pouvez faire 3 TER de 20 budgets. Hein, vous pouvez faire par paquet pour permettre les dépôts. Et surtout même la production, hein, puisque c'est au moment de la création des établissements, des feuilles, que ça sera bloqué. Pour les cadres budget prévisionnel et compte administratif, il n'y a pas de modification annoncée hein, en l'état. Et après, donc, on a des évolutions importantes qui concernent donc, le plan comptable. Hein. Donc, au niveau du plan comptable, si dans la classe 1, hein, donc au niveau des subventions d'investissement, il y a une modification en fait, ils ont juste supprimé les subdivisions hein, des comptes 131 et 139. Donc, on peut les redécouper comme on veut. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'impact hein, significatif il n'y a pas d'impact direct hein, sur ce sujet-là.
Au niveau des provisions, par contre, il y a eu une renumérotation donc des comptes de provision, hein, puisque avant on avait des 153, 154, 155, etc., qui ont tous été regroupés sous la racine 152. Hein. Donc ça peut impacter la production des tableaux de financement et notamment. Voilà, ça c'est la principale modification au niveau des comptes 15. Au niveau des comptes 16, on a au niveau des intérêts corus non échus, hein, qui étaient regroupés sous les racines 1688 et 1788, qui maintenant ont été là rééclatés par rapport euh, aux dettes principales, hein, finalement, hein, donc au 163.8, 164.8, 165.8, etc. Donc il y a une renumération qui par contre peut impacter les bilans financiers, hein, puisque les intérêts corus non échus sont en général redescendus en bas de bilan. Donc auparavant il y avait les 16,88 et les 17,88 qui étaient redescendus en bas de bilan. Bah, maintenant il faudra modifier les paramétrages pour redescendre bah, tous les nouveaux comptes. Au niveau des stocks, bon là il y a une simplification, hein, tous les sous-comptes ont été, enfin les sous-comptes ont été supprimés, hein, les produits en cours P1, P2, T1, T2, etc. Hein, donc là il n'y a pas d'impact direct. Au niveau des charges des comptes de tiers, donc là on a eu également des renumérotations qui concernent essentiellement les charges à payer et les produits à recevoir, hein, qui ont été voilà, qui ont été renumérotés. Voilà, par exemple les 48 46 86 qui sont devenus les 44 812, etc. Voilà, donc là il n'y a pas d'impact majeur. Au niveau des comptes 63, enfin des comptes, donc on a la disparition du compte de taxe d'apprentissage et puis une renumérotation de certains comptes. Hein, donc là, non, là aussi, il n'y a pas d'impact majeur sur ces sujets-là. Si ce n'est qu'éventuellement, ça peut impacter s'il y a des données qui sont reprises directement de la paye. Hein, s'il y a des éléments, il faudra modifier la paye pour en tenir compte, les OD de paye. Là où on a plus d'évolution, c'est sur les charges et les produits exceptionnels, puisque la définition même de charges et de produits exceptionnels a changé. Hein. Avant, c'était plutôt lié à une nature comptable. Maintenant, c'est lié, l'exception est liée à une temporalité, hein, au fait que ce soit un événement inhabituel ou à un changement de méthode comptable. Ce qui fait que les comptes 67 ont globalement été supprimés et reclassés. Donc, par exemple, le 6711, bah, on le retrouve dans le 6581. Le 6712, on va le retrouver en 6582, etc. Avec un point de vigilance. Un premier point de vigilance, donc ce sont les 675 qui sont reclassés en 652 en M22 bis. Donc on a des organismes gestionnaires qui n'ont pas que du médico-social. Et dans le plan comptable général, c'est le 657 qui est utilisé. Donc là, dans les autres comptes, le plan comptable général a plutôt été bien retranscrit. Sur ce compte-là, en fait, le 657 est déjà utilisé pour autre chose dans le plan comptable. Et donc, ils ont utilisé le 652 à la place. L'autre point de vigilance, c'est qu'on a parfois des reclassements avec des comptes qui changent de nature. Si je prends l'exemple du 6712, le 6712 est reclassé en 6582, qui lui-même avant était le pécule, qui est devenu le 6586. Donc quand on a des changements de nature de compte, c'est toujours plus compliqué de gérer les reclassements. Voilà, donc la préconisation, c'est de ne pas réutiliser en compta, de ne pas recycler des numéros qui existent, mais plutôt de créer des subdivisions de comptes. On a le 678 également, qui lui, pour le coup, peut être un petit peu déroutant, puisque finalement, il ne change pas de libellé. Pour autant, il change bien de nature, puisque la charge exceptionnelle 2024 n'a plus la même définition qu'une charge exceptionnelle 2025. Donc, bien qu'on ait l'impression qu'il n'ait pas changé, en réalité, il peut y avoir un reclassement à faire du 678 et on ne va pas forcément y retrouver les mêmes choses dans les deux cas.
Voilà, on retrouve un petit peu les mêmes, on retrouve les mêmes sujets au niveau des produits exceptionnels, puisque eux aussi ont changé de définition. C'est la définition concerne bien les charges et les produits. Donc le point donc on a le 775 qui est un compte important dans les dotations, dans les cessions d'immobilisation, qui est reclassé. Et on a également un point d'attention sur le 777 qui concerne donc les subventions transférables notamment. Et donc on retrouve donc les quotes-parts de subventions qui sont virées au compte de résultat. Donc ce 777 est passé en 747, qui lui-même était déjà utilisé en fonds à engager. Qui lui, donc maintenant les fonds à engager, ça va être le 743 fonds à engager. Voilà, donc là-dessus, au niveau des reclassements, donc 2025, ce sont des points d'attention et qu'il faudra qu'on prenne en compte, notamment dans toute la partie pilotage budgétaire, pour qu'on ait un budget produit sur un plan 2024 qui soit conforme, qui puisse être comparé à une comptabilité sur un plan 2025. Au niveau des cadres normalisés, les cadres normalisés, y compris donc le PRD, je le rappelle, lui est resté sur le modèle 2024. Donc ces modifications ne sont pour l'instant pas prises en compte dans les cadres normalisés. Voilà. Si jamais vous souhaitiez avoir plus de détails sur les modifications, on met en ligne sur notre site, je peux y aller peut-être directement là, un outil de comparaison. Donc on met en ligne donc le détail des écarts qu'on retrouve entre le plan comptable 2024 et le plan comptable 2025. Donc vous pouvez charger cet outil-là si vous avez besoin. Et donc vous allez retrouver les modifications qui ont lieu. Alors ici, on ne met pas les reclassements, on fait juste les écarts entre le plan 2025 et 2024. Voilà. Et pour finir, donc sur le plan comptable, donc on a au niveau des produits, donc on a quelques autres comptes qui ont été renumérotés ou simplifiés, avec une particularité où le 754, donc les ressources liées à la générosité du public, ont été mis en place donc dans le nouveau plan M20 2025. Oui, pardon, l'autre point important, c'est qu'il n'y a plus de transfert de charges dans le nouveau plan comptable. Les transferts de charges ont été supprimés. Voilà, donc l'ensemble de ces modifications actuellement donc, dans Gestionnaire se traduisent par différentes évolutions. Donc au niveau de la fiche section, on a noté une zone pour indiquer si on voulait appliquer ou pas le Ségur étendu. Pour simplifier l'accès au menu, on peut définir des procédures applicables à un établissement, à un budget. Est-ce qu'on est en procédure contradictoire, en EPRD, est-ce qu'on est en PPI, est-ce qu'on applique le COSA? Et donc ça va simplifier les menus qui vont s'afficher donc sur la gauche. Et puis pour les EHPAD, ceux qui auront besoin d'appliquer le forfait global unique, vous pourrez noter que vous devez l'appliquer. Par défaut, il n'est pas appliqué. Et s'il y a besoin, vous pourrez activer le fait de remplir le cadre normalisé avec le forfait global unique. Bien entendu, l'annexe activité prévoit 2 zones supplémentaires. On les a retranscrites dans la grille pour les EHPAD. Donc c'est une traduction directe du cadre normalisé. Au niveau des exports Excel, on a amélioré donc les exports, notamment sur la mensualisation des salariés, en global ou en analytique, pour faire le suivi, pour faciliter le suivi en cours d'année entre les masses salariales et les effectifs consommés par rapport à ce qui était au budget. Et puis, on a ajouté un export pour les immobilisations qui facilite notamment la lecture des acquisitions par année d'achat, par rapport à l'outil qui existait déjà de l'export qui concernait plus les projections de dotation, etc. Au niveau de l'affectation des métiers cadres, donc quand on remplit les annexes effectifs, on doit classer les fonctions qui remontent de la paye par métier.
hein. Et donc, on a rajouté un contrôle au niveau du compte administratif. Hein, ça existait déjà pour le RRD, et donc on l'a ajouté dans le compte administratif. Vous pouvez maintenant également afficher la carte de l'ensemble de vos établissements avec éventuellement des données de type capacité. Enfin voilà, vous pouvez choisir des données que vous voulez afficher sur la carte. Donc ça intéresse particulièrement les organismes gestionnaires qui ont de nombreux établissements, et ça facilite éventuellement l'accès aux données de tel ou tel établissement dans telle région. Voilà. Au niveau de l'administration de l'outil, le logiciel prévoit donc des licences suivant les niveaux d'administrateur, utilisateur normal ou lecteur. Et donc on a fait ressortir dans les menus les licences, les menus qui déclenchaient, hein, qui nécessitaient des licences administrateurs, pour que ça soit plus simple à gérer et à suivre. Au niveau des immobilisations, donc on propose un moteur, hein, qui est basé donc sur de l'intelligence artificielle pour dire, bah voilà, quand on saisit un libellé, il va automatiquement proposer le numéro de compte qui peut être utilisé. Donc ça, c'est notamment intéressant quand on a dans certaines structures, ce sont les directeurs qui vont par exemple saisir des projets d'investissement. Ils n'ont pas forcément la connaissance comptable. Et donc, ça va faciliter l'imputation des données, même si elles ont été saisies par des personnes qui n'ont pas de connaissances en comptabilité. On a également renforcé les capacités analytiques de l'outil avec des possibilités d'équilibrage qui peuvent être différentes par budget, hein, suivant les natures d'établissement, suivant vos structures. On va faire un équilibrage automatique de l'analytique et avec un choix possible. On appelle ça, nous, des postes déversoirs. Donc, suivant des entités, on n'aura pas forcément le même analytique utilisé pour compenser et équilibrer l'écriture. Les traitements asynchrones, hein, qui étaient déjà diffusés dans les versions précédentes, mais qu'on a généralisés, qui permettent de fiabiliser notamment les traitements volumineux ou consommateurs de temps, hein, quand on fait, enfin c'est surtout d'ailleurs ce qui est volumineux, ce qui permet d'exécuter les informations côté serveur. Donc ça va plus vite à s'exécuter et on n'est pas tributaire de petites coupures réseau ou d'un poste utilisateur qui est peut-être moins performant, etc. Et donc globalement, non seulement ça permet de fiabiliser les traitements lourds, mais en plus ça permet de gagner du temps. Au niveau du suivi budgétaire, on a renforcé les capacités de calcul de forecast, où on a mis en place une fonction plus explicite, hein, pour le calculer, avec deux modalités de calcul. Hein. Donc le forecast, c'est je suis à fin octobre, j'ai un réalisé, comment je projette comment je me projette sur l'année complète. Donc on propose en standard donc deux méthodes. Une méthode de dire voilà, je vais extrapoler par rapport à la saisonnalité. Donc je vais diviser par 10, je vais multiplier par 12. Donc si j'avais dépensé 1000 à fin octobre, je me dis je vais dépenser 1200 à fin décembre. Et après, on peut bien entendu réintervenir sur le montant calculé ou l'ajuster. Et la deuxième méthode, c'est de dire voilà, j'ai fait un prévisionnel mois par mois. Hein, j'avais mon budget annuel, je l'ai mensualisé. Et donc, je vais prendre mes 10 premiers mois dans mon réalisé et les 2 mois suivants dans mon prévisionnel. Voilà pour les principales évolutions. Au niveau du déploiement, donc les mises à jour, la 8.3.2 a été diffusée, hein, déjà et en cours de déploiement sur les structures. Hein. Donc pour ceux qui sont en mono-environnement, ça a déjà été déployé. Pour ceux qui ont des environnements de recettes et en mode SaaS, la majorité ont déjà fait les go de mise en prod, mais certains clients sont en phase de recettes internes, de validation interne. En tout cas, la 8.3.2 est prête. Et au niveau réglementaire, donc la mise à jour réglementaire, elle est prête chez nous, hein, puisqu'aujourd'hui on a pris en compte donc l'ensemble des évolutions réglementaires. On a travaillé donc sur des cadres provisoires
qui nous ont été communiqués fin novembre par la CNSA. Donc, ce qui nous a permis de préparer les données en décembre-janvier, de faire nos premiers jeux de faire nos jeux de recettes. Et puis, on rentre dans une phase donc de mise en place de sites pilotes sur le mois de février, où on reste avec des cadres provisoires, puisque les cadres définitifs ne sont toujours pas parus. Et on prévoit donc de diffuser, dès que les cadres définitifs seront mis en place, la mise à jour à l'ensemble des structures, donc à compter de normalement début mars 2025. Voilà. Donc pour nous, pour la diffusion complète, on a 2 critères. Les cadres définitifs qui sont disponibles, et puis on a une plateforme de test où on valide les dépôts de ces cadres-là. Donc il faut que la CNSA l'ait ouverte. Voilà, donc ce sont nos 2 critères pour diffuser les cadres définitifs. Voilà. Si on a les cadres définitifs mi-mars, mais pas la plateforme ouverte, on diffusera quand même, parce que l'objectif est quand même que nos structures aient le temps que vous ayez le temps de vous préparer. Voilà. Et ensuite, sur avril, on a un support qui est renforcé, puisqu'on sait que vous êtes tous forcément beaucoup plus mobilisés sur la production des documents réglementaires, puisqu'il y a une clôture au 30 avril de la campagne. Sur le mois de mai, s'il y a des modifications, on envoie en général les releases pour le PRD, si nécessaire, puisque on a déjà fait des recettes sur les EPRD, on a déjà implémenté la partie EPRD. Mais là aussi, on testera les imports et les cadres définitifs quand ils vont sortir. Donc en général, il y a une release. Et là aussi, sur le mois de juin, en général, on renforce nettement la partie support, puisqu'on a une date de clôture au 30 juin. Voilà. Et le dernier point, donc c'est la mise en place des pilotes. Donc le fonctionnement pilote est ouvert à tous nos clients qui le souhaitent. Ça vous permet de pouvoir anticiper la préparation donc de la campagne, la préparation de vos données, de vérifier comment ça se passe avec les nouveaux cadres, les nouvelles réglementations, etc. Et nous, on assure un suivi. Ça nous permet, nous également, de vérifier que les choix qu'on a faits en amont sont les bons. D'entendre également s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Voilà, les retours utilisateurs, c'est toujours important. Et donc, c'est basé donc sur un partenariat avec des échanges réguliers pour qu'on se synchronise dans l'avancement. Et donc, ça dure de maintenant jusqu'à fin février. Voilà. Donc, les clients qui souhaiteraient participer à cette phase-là peuvent envoyer directement un mail. Donc, nous communiquer un mail pour se porter candidat. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Oui. Alors, quelle est la question? C'est par rapport au traitement lors de la présentation des états financiers sur 2025 et 2026. En fait, pour l'instant, tout est préparé à partir du plan comptable 2024. Donc, les états financiers sont basés sur 2024. Et donc, on va utiliser les mêmes définitions qu'en 2024 pour présenter le RRD 2024. Est-ce que ça répond à votre question? Là, je vais peut-être prendre Alors, je vais reprendre dans l'ordre les questions. Donc, on avait 80 budgets, c'est pour un organisme gestionnaire, pour un CEPOM. C'est même pas pour un organisme gestionnaire, c'est pour un CEPOM. Donc, on a, nous, des cas où on n'en a pas beaucoup, mais on a des clients qui ont plus de 80 budgets sur un même CEPOM, sur un même EPRD. Voilà, donc si vous avez plus de 80 budgets, mais sur 5 EPRD, vous ne serez pas concerné par cette limite-là.
Voilà, donc a priori, Monsieur Péniaud, je ne pense pas que vous soyez concerné directement, parce que je ne pense pas que sur un seul EPRD, vous ayez plus de 80 budgets. Alors, le support, oui, on va le communiquer, on le mettra en ligne et on vous communiquera le lien de téléchargement du support. Alors, alors pour les états financiers 2025, donc je suppose que vous faites allusion. Donc la question c'est est-ce qu'il y a un retraitement de 2024 quand on fera les EPRD 2025? Donc aujourd'hui, on n'a pas encore nous les maquettes 2025, donc on n'a pas encore étudié ce sujet-là, mais à un moment donné, il faudra bien qu'on compare des choses comparables. Donc il faudra quand même probablement à un moment donné se dire si je compare des choses qui n'ont rien à voir, enfin, ça risque de poser problème. Donc il y aura forcément à un moment donné un mécanisme qui devra permettre de comparer des choses identiques. Voilà, la question, ça va être la granularité. Est-ce qu'il faudra descendre au niveau du compte comptable pour ces données-là, ou est-ce qu'on restera sur des données un petit peu plus macro, hein? Donc ça, c'est pas encore arbitré. En tout cas, pas de notre côté. Voilà, mais en tout cas, pour cette année, pour les cadres à produire là jusqu'en juin 2025, normalement, on n'est pas impacté par le changement de plan comptable. Les transferts de charges, oui, donc ça, j'ai vu que Samira avait répondu, hein, donc ça, il faudra remettre dans d'autres comptes hein, ces éléments-là. Et ça va dépendre de la nature des transferts, hein, probablement. Donc ce que je vous ai montré n'est pas soumis à code d'accès, hein, la comparaison des cadres, et vous aurez le lien dans le support hein, directement. Donc c'est dans dirips.com. Il y a une partie veille réglementaire, plan comptable. Vous pourrez trouver rapidement les documents. Donc transfert de charge, on vient de voir. Avons-nous? Alors oui, on peut valider en masse les budgets. Alors je ne sais pas si validation, ça veut dire clôture. Mais on a une fonction dans le gestionnaire qui permet hein, de clôturer en masse les budgets. Soit l'ensemble du périmètre, soit un CEPOM, une région, par responsabilité, etc. Donc vous pouvez choisir les budgets que vous clôturez. Voilà. Alors ensuite, on a le dispositif Ségur pour tous, un pack ERRD, EPRD, en raison de la révélation des finances, ces montants doivent être intégrés dans les prévisions budgétaires et le suivi des dépenses en ventilant correctement pour assurer leur traçabilité. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Donc pour la partie ERRD, en tout cas pour nous, ça va remonter via l'interface paye, hein, puisque le Ségur pour tous 2024, normalement, est déjà comptabilisé en paye, il a déjà été payé. Donc il va remonter dans le cadre du TER. Après, au niveau du prévisionnel, on va devoir le calculer hein, sur l'ensemble des fiches concernées, des salariés concernés. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, sinon n'hésitez pas à réagir. Et le suivi des dépenses ERD en ventilant correctement pour assurer leur traçabilité. Ok. Ensuite, pourriez-vous nous remontrer comment accéder aux documentations car je n'y arrive pas. Pas de problème. Donc je vais sur le navigateur. Donc je tape ici donc DIRIPS. Voilà, donc il va me proposer dirips.com. Donc ça c'est l'adresse de notre site. Et ensuite dans veille législative, vous avez notamment l'instruction comptable. Vous avez également sur le secteur médico-social, vous avez l'accès au cadre normalisé. Mais si je reviens sur la partie instruction comptable, vous pouvez retourner donc dans le plan M22 bis. Et là, vous avez d'une part l'analyse que je vous ai présentée tout à l'heure, d'autre part les décrets. Je vais ouvrir dans deux onglets séparés. Voilà, donc on a l'analyse qui concerne donc les écarts, c'est ce tableau-là. Et on a les textes réglementaires. Pardon, parce que j'ai la fenêtre qui me gêne. Voilà. Et donc on a le texte au fil, le plan de compte tel qu'il est publié au journal officiel, ce qui permet de vérifier
les éléments si jamais on a un doute ou autre. Voilà, alors après, tac, ici. Voilà, si jamais vous aviez toujours une difficulté, Madame Desnos, on peut se contacter ensuite. Alors, je sais, qu'est-ce que vous mettez du coup derrière le mot validation? Est-ce qu'on peut donner la parole à Monsieur Péniaud? On va vous donner la parole, Monsieur Péniaud, peut-être pour expliquer, parce que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ok, merci. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, ça y est, on vous entend bien. Bonjour. Parfait. Bon, bonjour. Oui, alors désolé, c'était justement nous à la fondation, nous avons la validation des budgets. Donc c'est autre chose que la clôture. La clôture va permettre justement de bloquer les grilles, mais la validation va permettre de bloquer sur l'ensemble de notre territoire les budgets. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune saisie et rien ne peut être débloqué. À part bien sûr quelques personnes. On nous a donné cet accès-là et je vous avoue qu'à chaque clôture de budget, on doit passer un par un sur les budgets pour mettre une date pour les clôturer. Donc quand on en a plus de 120, je vous avoue que passer un par un, ça peut être très long. Je pense que vous devez pouvoir le lancer en synthèse. On pourra faire la manipulation ensemble pour Oui, vous montrer. Mais je pense qu'en faisant le clic droit synthétisé, ça permet de lancer pour tous les budgets d'un coup. ok. Bon bah je vous recontacterai là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous remercie et bonne Bonne journée. journée. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, si, ils ont dit que c'était clair, hein. C'est clair, oui, c'est clair, je vois. C'est Monsieur Larchier. Très bien. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas. Sinon, il nous reste à vous remercier pour votre participation et souhaiter une bonne journée. Vous souhaitez une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.